Alors, Merci. qui je suis comment me présenter? Je suis l'animateur déjà, faut Tu es savoir. Je suis l'animateur officiellement, donc je vais pouvoir partager mon écran et tout, c'est cool. Je suis, je pratique le design sous diverses formes depuis 15 ans maintenant, même voire plus. Oh, ça fait vieux. Je suis chez Front Guys actuellement, j'interviens chez des clients. Je suis fondateur aussi, je monte des boîtes, j'en coule. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas coulé et la dernière en date, elle s'appelle Bloomer et elle fonctionne plutôt bien. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Je fais un peu de freelance aussi dans le domaine environnemental. Là, je me suis engagé un peu plus sévèrement du côté environnemental et social à travers des associations. Donc, je mets le design, je déploie le design dans ce genre de structure à titre complètement personnel, hein. Et puis qu'est-ce que je fais d'autre? Je donne alors j'interviens dans des écoles, hein, comme là aujourd'hui, des fois sur des thèmes plus, on va dire, plus orientés design graphique par exemple, ou alors carrément des formations sur le design, sur l'éthique du design, comment le faire vivre dans son métier de tous les jours. Et c'est ce qui m'amène à être là aujourd'hui et depuis le début d'Horizon UX. Et oui, j'espère qu'on ira bien loin. En tout cas, il y a On ira loin. plein de sujets à aborder. On va te laisser la main. Yep. Je te souhaite une bonne conférence et n'hésitez pas encore une fois à poser les quelques questions que vous avez dans le chat ou les noter dans un coin. On y reviendra à la fin. Et n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Horizon UX sur quel que soit le réseau si vous avez des questions ou des besoins de récupérer des replays ou des choses comme ça. Ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Allez, à bientôt. Merci pour cette magnifique introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de design éthique. Ce que je vais faire, c'est que je vais... donc je me suis présenté, donc ça c'est magnifique. Tiens, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure aussi. Ouais, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Common Futures. Vous avez peut-être dû le voir passer au dernier Design by Ethics, donc la conférence d'une semaine autour du design éthique justement. Donc je fais partie de ce collectif-là et c'est aussi avec cette casquette-là que je viens aujourd'hui et que j'interviens au Horizon UX. Avant de parler de design éthique et tout ce que ça tire, etc., je vais faire un petit disclaimer. D'ailleurs, je crois qu'il manque un i, un disclaimer. Je vais aujourd'hui parler pendant une petite heure de mon expérience, de ma vision, de ce que j'en ai compris en fait du design et de ce que je vois comme dérive. Ça n'appartient qu'à moi et vous êtes totalement, d'ailleurs, c'est même pas vous êtes totalement libre de faire des recherches et de me remettre en question. Je vais limite vous mettre un petit coup de pression dès le matin, histoire de vous réveiller. Vous avez le devoir même de remettre en question même tout ce que les conférenciers, tout ce que les gens disent. Et bien sûr, je vais faire des raccourcis, donc c'est d'autant plus important que de sourcer tout ce que je vais dire, essayer d'aller voir s'il n'y a pas un loup sous un tapis, etc. Et donc de vous faire votre propre idée. L'idée n'est pas de reprendre la mienne. Voilà. Et je vous remercie pour ce travail, si vous le faites, bien sûr. Donc aujourd'hui, je vais aborder ce terme de design éthique qu'on voit depuis quelques années. Je vais parler de pourquoi c'est important de le prendre en compte et quels vont avoir les impacts sur une expérience utilisateur, si on l'appelle comme ça. Et je vais, s'il me reste du temps, ce que j'espère normalement, je vais parler de comment je le mets en pratique dans mon travail de tous les jours, puisque c'est un peu la partie qui nous manque en général quand on parle de sujets un peu qui peut même toucher à des comment dire, qui peut toucher à des aspects philosophiques. C'est bien beau de parler, mais il y a un moment donné, quand on est sur le terrain, comment on fait. Donc je vais en parler un petit peu, mais volontairement un petit peu. Euh, de toute façon, je serai disponible même en off pour en reparler. Mais c'est surtout que mercredi, comme Pierre l'a dit, on va faire un petit atelier et on va le mettre en pratique. Donc ça va vous donner déjà, ça va vous mettre les mains dans le cambouis. Alors, on va se mettre d'accord sur une petite définition de ce que pourrait être le design éthique. Pour vous, quand je fais du design, je réponds à un besoin,
je crée un nouveau besoin, je réponds aux besoins économiques, ou alors est-ce que je copie une solution qui vient des États-Unis, puisqu'ils ont forcément pris un besoin, enfin un problème et répondu avec une solution. Donc je vous invite à répondre sur le chat, si je peux l'afficher. Je suis du père, c'est pas grave. Ah, voilà. Alors le 1. Ah, vous êtes nombreux à répondre le 1. Le 1, c'était quoi déjà? C'était je réponds à un besoin. Et oui, c'est ça. Alors, bougez pas, je suis légèrement en galère sur Zoom. Voilà. Parce que je ne le trouve pas intuitif. Voilà. Je me remets en plein écran. En effet, c'est bien le 1. Je réponds à un besoin. Je mets une solution en place face à un problème ou face à quelque chose qui n'est pas répondu. La définition du design, c'est une définition qui, selon moi, est pour l'instant la plus vraie et correspond à tous les corps de métier autour du design. Donc, on a une activité pluridisciplinaire, on travaille avec plein de gens, on a plein d'activités à l'intérieur de ce design, basé sur un processus créatif, parce qu'on quand même, pour répondre à une problématique, il faut trouver des idées, voire des idées impossibles. C'est ce qui nous rend créatifs, intellectuels, humanistes. On travaille pour des êtres vivants avant tout. Le but, c'est de traiter un problème, trouver des solutions, et puis de prendre en compte tous les aspects qui peuvent rythmer la vie des êtres vivants sur Terre, qui sont des enjeux, je disais humanistes, mais sociaux, donc humanistes du côté individuel et sociaux du côté collectif, comment on vit en meute, vu que nous sommes des grands singes, économiques, on vit quand même dans un paradigme de type capitaliste, et environnementaux, puisqu'on a besoin d'une planète pour vivre. Si vous essayez de coller ce processus-là sur un peu toutes les activités que recouvre le design, que ce soit de l'architecture, du design textile ou autre, pour l'instant, à mon sens, ça fonctionne, hein, même si on parle de jeux vidéo ou peu importe quoi, ou de jeux globalement, ou d'urbanisme ou autre chose, ça fonctionne. Donc c'est à ce moment-là où moi j'ai un truc que je comprends pas, c'est pourquoi on me parle de design éthique. En fait, tout simplement parce que le design éthique n'existe pas. Si je repars de cette définition du design, qui m'a l'air somme toute plutôt complète, je me dis qu'en fait le design est éthique par nature, et il n'y a pas besoin qu'on lui rajoute un terme éthique, puisqu'il l'est déjà, quoi. Donc on est dans un pléonasme magnifique. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous rappeler, parce qu'on l'oublie souvent, que quand on dit expérience utilisateur ou peu importe, client, cliente, utilisateur, utilisatrice, en fait, vous avez des êtres humains quand même en face de vous, des êtres humains qui sont semblables à vous ou à votre famille ou à vos proches. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Moi, je préfère maintenant même oublier ce mot utilisateur et plutôt parler d'être humain. Ça remet en perspective qu'on ne les prend plus pour des vaches à lait, si on en croit certains termes économiques. Alors très rapidement, très rapidement, c'est un sujet qui ne date pas d'hier. Je vais vous parler de quelques références qui, moi, m'ont beaucoup parlé, parce que comme je disais, ça fait 15 ans que je travaille, et donc ça fait un peu plus que je suis sorti de l'école. Je lisais déjà un petit peu des gens comme Victor Papanek, qui donc c'est un designer industriel. J'ai commencé par le design industriel à la base, qui dit, en gros, si je dois résumer sa pensée, c'est que donc ça a été un des premiers à écrire des ouvrages autour du rôle du design. Et déjà à l'époque, il disait qu'il y avait déjà un sérieux problème, parce que si le design c'était de répondre aux êtres humains, le problème c'est que lui, dans les rayons des magasins, il voit que des trucs dangereux et des trucs qui sont pas durables, et bon bref, il n'y a rien qui va, quoi. Donc tout ce qui est lié à l'industrie, ça va pas, ça tient pas debout. Alors que pour lui, un designer, le design, c'est un outil qu'on met au service du peuple. Je vous invite vraiment d'ailleurs à lire ces différents ouvrages, il en a fait plusieurs.
c'est toujours d'actualité, ça date de 73, donc c'est pas un sujet qui date d'hier. Dans les mêmes années, on a eu donc un designer qui m'a aussi beaucoup influencé, donc un designer de chez Braun, et il a travaillé pour tout un tas de boîtes, qui à un moment donné s'est posé la question, mais c'est quoi un bon design en fait? C'est vrai ça, parce qu'on travaille dans le design, mais je ne sais pas si je suis un bon designer ou pas. Donc il s'est écrit les 10 commandements en fait, d'un bon design, où il a décrit pareil, de manière un peu plus succinctement. Donc c'est une forme un peu différente de celle de Victor Papanek, mais donc c'est disponible sur le web, hein, vous pouvez le trouver. Qu'est-ce que c'est un bon design? Donc il nous dit, là j'en ai cité 4, mais bien sûr, enfin un peu plus 6, mais en gros je vous laisserai lire tout ce qu'il a écrit, c'est assez enrichissant, c'est assez inspirant. Donc là vous allez me dire, ouais bon, tes références de vieux c'est cool, mais et maintenant là, enfin je veux dire, on est en 2021 mec, et ben on a donc Mike Montero qui, alors lui il n'a pas écrit, enfin maintenant il a écrit, il a écrit sur des blogs, et peut-être qu'il en a fait des ouvrages, j'en sais rien. Lui il est parti d'une conférence où en gros, il vient challenger la posture du designer, et donc avec un titre tout à fait américain, comment le designer a détruit le monde. En gros, il remet en perspective l'ego de la responsabilité et l'ego des designers, comme quoi, en gros, on serait mieux à rien faire plutôt qu'à faire des fois. Donc j'aime bien un petit peu ce côté, je remets en question le rôle du design, et encore plus de manière contemporaine. Si certains s'intéresse au sujet de l'attention, de l'économie de l'attention. On a aussi des personnes, dont Tristan Harris, mais il y en a plusieurs, hein, qui sont sortis de Google, de Facebook, de tout un tas de GAFAM, qui remettent en question de comment du pourquoi de ces entreprises-là, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un souci, que l'industrie, le principe de l'industrie, c'est déporté sur le numérique, c'est beaucoup moins visible. Hein, on n'a plus une usine devant nous qui construit des voitures à la chaîne avec des gens qui sont pas forcément super bien payés. Là, c'est un peu caché. Et j'aime bien un de ses propos, je crois que c'est dans le TEDx, dans le TED, pardon, TEDx, dans le TED qu'il l'a dit, où il dit en gros, maintenant un réseau social ou un service numérique du type Google, Gmail ou autre chose, a plus d'influence que les religions ou que les gouvernements pourraient en avoir sur le peuple. Donc c'est assez fort. Ça nous montre que voilà, depuis les années 70 jusqu'à maintenant, ça fait plus de 50 ans maintenant, qu'on en parle. Alors pourquoi on en parle depuis si longtemps? Eh ben, tout simplement parce qu'on est dans un système où l'économie prime, la recherche du profit prime sur le reste. On est à la recherche donc de faire gonfler ce PIB, donc à part la croissance exponentielle, c'est difficile d'y répondre. Et vu que c'est notre paradigme actuel, bah, tout va en découler. Tout va découler sur comment dire, sur cet entassement de richesses, de production. Donc ça va générer des inégalités, ça va générer des dérèglements, puisque tout le reste n'est pas pris en compte. Donc quand je dis que tout le reste n'est pas pris en compte, donc là on part un petit peu dans l'économie, mais alors l'économie de mon niveau, hein, là je synthétise. En gros, c'est bien la recherche de la croissance infinie sur une terre finie. Bon, allez savoir. À une époque, des économistes ont basé des théories là-dessus, comme quoi les ressources sont renouvelables et infinies. Parce que sinon, en gros, leur théorie s'effondre. Donc, ils sont partis là-dedans sans jamais la remettre en question. Et puis, depuis, il y a plein de gens qui la remettent en question, puisque forcément, c'est absolument pas logique. Donc, dans ce PIB, en gros, si vous produisez des armes et que vous les vendez, ça a la même valeur que si vous ça a la même valeur que si vous vendez des médicaments pour sauver des gens du Covid ou peu importe quoi. Donc c'est quand même assez problématique. Et dans ces calculs de croissance, de chiffres, de trucs d'économistes, il y a tous les effets collatéraux qui ne sont pas pris en compte, du type pollution, c'est jamais mis dans le coût en fait, de ce que coûte un produit au niveau de la... Qu'est-ce que coûte un produit
au niveau équipe, qu'est-ce qu'on a besoin comme équipe, qu'est-ce qu'on a besoin comme infrastructure, etc. Tout ce qui est pollution, tout ce qui est la qualité de vie, le bien-être des gens qui sont à l'intérieur n'est absolument pas comptabilisé. Donc, vous pouvez tout à fait demain lancer votre produit, il est basé sur l'esclavage, bah, c'est pas grave, vous faites partie du PIB, donc on ne vous en voudra pas. Donc l'inégalité peut provenir de là, en tout cas. Ça crée des inégalités de richesse et donc de distribution de richesse et de reconnaissance sociale, forcément. Petit retour sur le design, quand même. Pourquoi on parle de design éthique alors? Eh ben, tout simplement parce que le design, il prend racine dans un système dans lequel on vit, donc pour les sociétés occidentales en tout cas. Le design, il sera forcément le reflet de ce paradigme capitaliste, tout simplement. Donc, il peut y avoir des produits qui vont générer aucune inégalité, aucune pollution, autre chose, et puis il y en a qui vont générer des problèmes peut-être un peu plus profonds au niveau social, type dérèglement démocratique, avec en fait, avec de la manipulation de masse. Ça en fait partie, quoi. Donc en gros, si je le schématise, si j'essaye de faire quelques observations, un peu une cartographie de ce qu'on peut voir en termes de design, qui peut en être le reflet, eh bien on a des brosses à dents donc qui répondent à un besoin primaire qui est l'hygiène. Hein. Si on a des dents pourries, on ne peut plus manger, et si on ne peut plus manger, ça devient galère quand même de vivre. Eh bien, les hommes et les femmes, dites-vous que dans le monde capitaliste, n'ont pas les mêmes gencives et pas les mêmes dents. Donc, ils n'ont pas du tout la même brosse à dents, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que quand vous prenez l'Eurostar, vous avez des pictos magnifiques qui montrent qu'il n'y a que les femmes qui peuvent torcher les fesses d'un bébé. Voilà, on est dans de l'inégalité toujours. Vous avez eu une sortie d'une conférence sur l'inclusion. L'inclusion, quand on a un téléphone à 1 200 €, je vous pose la question, est-ce que tout le monde peut se l'offrir? Et tout le monde peut profiter de belles fonctionnalités et de belles applications, je ne sais pas. Et puis, de manière un peu plus... donc là, ce n'est pas pour taper sur des marques ou autre chose, hein, je ne suis pas là pour dénoncer les vilains et les méchants. Et d'ailleurs, le propos, c'est plus... ça peut être fait consciemment comme inconsciemment. Par exemple, pour Blablacar, qui a d'ailleurs changé son site, on a une photo d'une jeune femme souriante, super, j'ai l'impression d'être sur Tinder. Et puis, qu'est-ce qu'on a un peu plus bas? On a découvrez les offres de bus. Je vois 3 personnes, il n'y en a pas une de blanche. Donc, c'est des fois des choix où ça peut être inconscient et en fait, on ne fait que reproduire on ne fait que remontrer ces différences. On remontre toujours ces inégalités. Donc là, ce sera plus de la reconnaissance sociale. Des brosses à dents connectées, puisqu'on oublie qu'on peut avoir des dentistes qui peuvent nous apprendre à nous brosser les dents, ou des parents quand on est enfant. Donc non, on a quand même besoin d'une application avec un smartphone à 1 200 €, etc. pour nous l'apprendre. Donc là, pareil, si on touche un RSE, un RSA, je ne sais pas si on peut se l'offrir quand même. Donc tant pis, on aura des vilaines dents. Quand on est en situation de handicap, Uber, c'est 10 € de plus. Et puis, une application qui vous permet de pister un peu le Covid. Ça, c'était un peu la dernière hérésie. Tout le monde a crié, mais les personnes âgées, c'est elles les plus sensibles et les moins connectées à ce genre d'objets. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont dit, ah bah très bien, on va faire un partenariat avec Fitbit, on va faire des montres connectées. Voilà, à 300 € pour des personnes qui, en général, n'ont pas trop l'argent de se payer une maison de retraite. Donc, tout ça, ça peut être des aberrations comme ça quand on les prend individuellement, mais c'est juste le reflet de la culture, en fait, de la culture dans laquelle on vit, tout simplement. Donc un petit rappel, pourquoi on est toujours dans ce genre de schéma. N'oubliez pas que ce n'est pas le design qui permet d'être riche et de nourrir cette croissance infinie, c'est le marketing. Le design, lui, c'est un peu le caillou dans la chaussure du marketing, c'est celui qui va défendre les utilisateurs, donc les êtres vivants, les êtres humains, etc. Et en général, s'ils pouvaient nous glisser des publicités dans notre cerveau pour que les gens cliquent et achètent, pardon, ils le feraient, voilà.
pour certains. Donc on a un design d'un côté qui serait au bénéfice du capitalisme et un autre qui serait au bénéfice des êtres vivants. Donc voilà pourquoi on parle de design éthique et pourquoi ça s'est remis en question depuis plus de 50 ans et que quand je vois les nouvelles générations qui se posent de plus en plus la question, ils sentent qu'il y a un truc qui ne va pas, mais ils n'arrivent pas trop forcément à dire pourquoi. C'est pour ça, en tout cas de ma compréhension. Donc ces aspects humanistes, environnementaux et économiques sont déséquilibrés, donc en faveur de l'économie, bien sûr. Donc maintenant, on va parler un peu de la responsabilité du designer. Et je vais vous amener tranquillement jusqu'à la réponse aux questions que je me suis posées tout à l'heure. Je vais juste faire un petit point timing. 10h42, très bien. Alors, la responsabilité du designer, en gros, designer, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un impact. Vous allez avoir un impact sur des êtres vivants, sur des êtres humains, sur des êtres pas vivants d'ailleurs aussi. Vous allez avoir un impact sur, enfin, nos solutions auront un impact sur l'environnement, sur ce qui est autour de nous. Si on a un impact, ça veut dire qu'on a une responsabilité. Ça veut dire que quand on fait de la recherche utilisateur, on a plein d'informations sur des gens, des informations des fois sensibles. Si vous avez fait de la recherche utilisateur en temps de confinement, vous avez peut-être vu que les interviews se transforment en séances de psy des fois. Donc on a des informations sensibles, on travaille pour un client qui nous paye quand même pour mettre un service en place, des solutions. Et notre responsabilité, des fois, elle se transforme un peu comme ces chercheurs qui font des découvertes et ces découvertes mises dans des mains, dans certaines mains, peuvent avoir une conséquence que ces êtres humains qu'on a analysés, avec qui on a cherché des solutions, ils se retrouvent comme des rats de laboratoire et ce n'est pas à eux que la solution va revenir. Si je reprends très rapidement un exemple, puisque ça commence à être très visible, et c'est marrant d'ailleurs que Netflix ait fait un documentaire là-dessus, sur, je ne me rappelle plus du titre, Dilemme social ou un délire comme ça. C'est en gros tous ces services qu'on utilise, type Facebook, Twitter, machin, etc. En fait, c'est nous le produit et c'est nous qui en subissons les conséquences. C'est pas, le bénéfice ne nous revient pas à nous en tant qu'utilisateurs. Donc, il faut savoir que si plus on fait de la recherche, plus on va voir des êtres humains en face de nous, on va aller chercher des informations. Si on le met dans n'importe quelle main, sachez que ces informations-là serviront à remettre, faut le remettre en perspective par rapport à cette croissance infinie, cette recherche de profit, tout simplement. Donc ça peut amener à des dérives, comme ça ne peut ne pas forcément en amener. Mais en tout cas, vous sachez qu'il y a forcément qu'il y a un risque. Je prends un tout petit exemple vite fait, histoire de diverger. C'est l'année dernière où j'ai surpris Facebook faire des tests utilisateurs sur des enfants. Parce que j'ai un petit réseau, j'ai plein de petits designers que je connais qui travaillent un peu partout, et on a vu ça chez deux laboratoires de tests utilisateurs et de recherche. Vous vous imaginez bien que quand quand Facebook dit que c'est pour proposer des solutions et des services à des enfants, je ne vois même pas ce qu'un enfant fout avec un téléphone dans les mains. Donc, c'est toujours ça en fait. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire de ces informations-là? Puis dans les mains de Facebook, on sait très bien que il y a quand même plus de risques qu'autre chose. Mais pour éviter de taper, comme je le disais, sur des noms et ah là là, c'est pas bien, les méchants, ils sont en train de faire n'importe quoi, je vais vous inviter à changer de paradigme. C'est que le bien et le mal, ce côté un peu binaire et tout, on va le quitter, et même d'ailleurs de manière plus globale, je vous invite toujours à être nuancé, à chercher des nuances, plutôt que de tomber dans le pour ou contre, dans Facebook est dangereux, dans Google est dangereux, dans Uber, c'est des enfoirés de faire payer des gens qui sont en fauteuil roulant, déjà que c'est la merde. C'est plus... moi, ça ne va pas me permettre, si je prends ce mot éthique, ça ne va pas me permettre de le mesurer sur un design, de dire que c'est bien ou c'est mal, clairement. Donc là, je fais un parallèle avec comment je l'applique dans mon tous les jours de designer. Disons que je vais mesurer ce que je fais, je vais mesurer aussi des services existants, et pour les mesurer et savoir comment me positionner par rapport à ça et quelle solution je peux apporter
à la solution pour qu'elle soit plus éthique. Je ne peux pas me baser sur ce bien et ce mal, ce côté binaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir des aspects humanistes, sociaux, économiques, environnementaux, et je vais essayer de sortir des critères, d'extirper des critères. De ces critères-là, je vais essayer de les mesurer, de voir quels sont les impacts. Donc, on revient à cette notion d'impact. Quel sera mon impact ou quel est l'impact de la solution que j'ai mis en place. Donc, si je reprends l'aspect humaniste et social, donc je vais m'intéresser à l'être humain uniquement, là, déjà. On a des besoins primaires qui nous permettent de survivre. Donc, si on passe 3 jours sans boire, il y a des chances qu'on n'en passe pas beaucoup plus. Pareil pour manger, s'abriter, se mettre au chaud ou se mettre au frais s'il fait trop chaud, etc. Donc, s'abriter, c'est pour ça qu'on met des vêtements, etc. Et on a des besoins fondamentaux. Donc, tous les chercheurs, il faut savoir que tous les scientifiques ne sont pas forcément d'accord sur ces termes-là, enfin, ce qu'on met dedans. C'est pour ça que j'ai préféré prendre un parti pris et de l'expliquer, au moins c'est clair, et s'il y en a qui veulent mettre les besoins primaires d'un côté ou de l'autre, il n'y a aucun problème. Donc les besoins fondamentaux, si je résume, ça nous aide en fait à évoluer. C'est-à-dire qu'à passer de l'homme de Cro-Magnon à l'homme super moderne, ou la femme super moderne, l'être humain, quoi. Qui va réfléchir, qui va réussir à collaborer, donc en société, de manière intelligente, sans violence, sans tout ce qu'on voit dans les médias, quoi. Ça nous aide à nous construire notre identité, à apprendre, et donc quand je dis évoluer, c'est ça, hein, on va s'épanouir et on va apprendre de plus en plus de choses jusqu'à s'intégrer finalement de manière cohérente sur Terre. Donc ça, c'est pour les êtres humains, vivants. L'aspect environnemental va concerner tout l'aspect autre vivant, donc on remarque qu'on peut prendre aussi les êtres humains dedans, parce que sachez qu'un produit, un service a un impact sur, c'est pour ça que j'aime pas trop utiliser le mot utilisateur ou utilisatrice, déjà parce qu'il faut l'écrire 2 fois, hein, mais plutôt parce qu'il n'y a pas que les utilisateurs qui ont un impact, qui subissent un impact de nos solutions. J'ai déjà vu, alors ça c'est vraiment de l'anecdote, hein, des couples avec une personne très très connectée sur tous les réseaux sociaux en même temps, TikTok, Instagram, enfin machin, la personne elle est scotchée sur son téléphone, l'autre absolument pas. Ça crée des problèmes, donc de couple, ils n'arrivent pas, voilà, décroche de ton téléphone, bah t'as qu'elle est dessus, machin, bon bref, ils s'écoutent pas. Le message qui est derrière, c'est que la personne qui n'est pas connectée vit avec une personne connectée et donc subit des impacts. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que les êtres vivants, là je vais parler de tout ce qui est habitabilité, donc tout ce qui, en gros, on a besoin d'une terre, on a besoin de variété, de nourriture, etc. Ça dépend de si on prend soin de notre planète. Donc tous les êtres humains sont dans la case juste avant. Et puis le besoin économique, je ne vais pas taper dessus non plus, puisque c'est notre paradigme, je préfère faire avec plutôt que contre. Si vous faites du contre, ça va se transformer en bataille et on retourne dans le bien, le mal et tout. Donc le but, c'est de concevoir des solutions qui sont durables et rentables. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure j'ai planté des boîtes et j'en ai amené certaines à réussir un peu plus que d'autres. Il y en a qui sont plus durables et d'autres qui le sont plus, qui sont pas du tout. Le but, c'est d'être rentable quand même, sans forcément nourrir cette croissance. Il y a certaines entreprises qui ont montré que économiquement, on peut aussi toujours être dans une stabilité un peu saine. Il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Le but, c'est aussi que ces utilisateurs et utilisatrices de ces services-là, il ne faut pas les mettre en danger non plus, puisque finalement, l'aspect économique est très lié à l'aspect besoin primaire. Si je n'ai pas d'argent pour me nourrir, ça touche le besoin primaire directement. Donc, c'est pour ça que je parle d'économie. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de déséquilibre là encore, et qu'on ne soit pas dans une surenchère de richesses et de choses qui ne sont pas, comment dire, cohérentes avec un monde fini, qui de toute façon, si je le prends pour ma solution, c'est que je le retire à quelqu'un d'autre. Donc ça me donne ça, en synthèse de synthèse de synthèse. Si le design il est égal à éthique, moi ça me va très bien, hein, c'est comme ça que je le comprends, donc c'est parfait. J'ai un équilibre à préserver en tant que designer. Dans chaque solution, comme je disais, si on prend
si on crée quelque chose avec des ressources, c'est que quelque part, je prive l'endroit où j'ai pris les ressources de cette ressource-là. Donc, ce sera au détriment de quelque chose ou de quelqu'un, et au bénéfice de quelque chose ou de quelqu'un. Le but, c'est que ces bénéfices-là, en fait, c'est qu'il y ait un équilibre entre les bénéfices et les pertes. Si on y perd plus qu'on y gagne, c'est là où va falloir se poser la question, mais alors du coup, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, ça ne me convient pas. Par exemple, s'il y a une très forte exclusivité dans ce produit-là, dans cette solution-là, le problème, c'est que en fait, tu déploies tout un arsenal d'énergie et de ressources pour 0,1% d'une population. C'est pour ça qu'on dit que ça pose des problèmes d'éthique, parce que le bénéfice, il est pas à tout le monde, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que je décris un contexte actuel. Donc, ça demande aussi d'aller chercher des informations très factuelles. Et chaque critère, je les décortique et je vois qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds. Enfin, qu'est-ce que les êtres humains et tout ce que les êtres vivants y gagnent et qu'est-ce qu'ils y perdent. Jusqu'ici, comment ça va? Est-ce que je vous ai perdu ou je vois qu'il y a un petit 16, quelques messages? Ah, The Social Dilemma, c'est exactement ça. Alors, je vais reprendre vite fait le petit fil de conversation. Alors, très bien, ouais, les livres de Victor Papanek, c'est parfait. Design responsable, dernière nos écrans de fumée. Exactement, c'est ça le titre en français, je ne savais plus ce que c'était, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est marrant que ce soit Netflix qui le diffuse. Alors, j'ai Sarah qui demandait « Qu'entends-tu par durable ?» Alors, je ne sais plus de quoi je parlais. Je vais faire un petit point sur l'heure aussi. 53, très bien. Si Sarah, tu veux repréciser ta question, tu peux. Juste le slide d'avant. Tac, tac, tac. Donc, si c'est avant l'impact économique, c'est environnemental. Non, sur le slide impact. Ah, et sur le slide économique. Ok, très bien. Alors, concevoir une solution durable, je vais faire un peu, je vais illustrer le propos parce que ça m'est arrivé encore très très récemment. Donc, je travaille je travaille pour du B2B, mais en fait de plus en plus, parce que c'est un peu l'enfant pauvre du design. En général, ils ont tous des solutions pourries et voilà. Et qui dit solution pourrie égale solution tous les ans, ou tous les 2 ans, on refait le match, quoi, on refait tout. C'est-à-dire qu'en termes de capitalisation d'une solution, c'est juste pas économiquement, je suis obligé de repayer une équipe pour tout refaire à chaque fois, quoi. Donc, avec en général des systèmes d'information qui datent d'une ère industrielle. Ah oui, pardon, j'ai pas précisé B2B. C'est pour les pros. Et donc, si je dois payer une équipe tous les ans pour refaire le même truc, c'est-à-dire que je perds mon temps à recréer une solution qui n'avance pas, en fait, qui n'est pas durable. Donc, je suis obligé de la refaire à chaque fois. Elle bug constamment, elle est toujours faite sur des vieilles technologies, etc. Mon but, c'est de faire une solution qui, si c'est pour la refaire tous les ans, ça sert à rien, en fait. Elle n'est pas durable et donc niveau argent, je suis obligé de dépenser en continu. Et puis au moment où j'arrête de dépenser et de demander à des gens de travailler, ça ne vit pas tout seul. Alors le but, c'est pas non plus de lancer un truc et puis de le laisser voler pendant 10 ans sans s'y intéresser. Mais si on est obligé de tout refaire à chaque fois, ça veut dire qu'on ne peut pas, par exemple, l'améliorer. Ça veut dire que je peux jamais mesurer parce que je sais que ma solution, elle est pas bonne dès le début. Donc c'est pour ça que je parle de durabilité. Par exemple, je vais aller dans des sphères un peu plus poussées. Exprès, je vais tirer le trait exprès. Tout à l'heure, j'entendais les voitures autonomes. Parce que j'écoutais un petit peu je suis arrivé
au milieu de la conférence de Chloé. Et ça peut être une très bonne solution, mais si on fait un petit parallèle avec l'énergie, avec le pétrole, avec tout ce qui est en train en fait, de s'épuiser et de ne plus... en fait, on va les faire rouler à quoi, ces bagnoles-là? Il y a un moment donné, si on n'a plus assez d'électricité pour faire rouler des bagnoles, la voiture autonome électrique, je vois pas à quoi elle sert, enfin, ou même thermique, on s'en fiche. La solution, elle n'est pas pérenne, quoi, pour l'instant. Parce qu'il y a un gros problème de pollution et d'énergie non renouvelable qui se pose. Surtout si derrière, on a un magnifique président qui nous dit le nucléaire, il faut le retirer, il faut le diviser par deux. Il y a un moment donné, en fait, désolé Chloé, il n'y aura peut-être pas de bagnole, ou alors pas pour tout le monde, quoi. Et ça m'étonnerait qu'on soit, qu'on soit le type de catégorie sociale qui vont bénéficier de ce genre de joujou. Donc, quand je dis une solution durable, c'est aussi comment elle est fondée, à partir de quoi, et qu'est-ce qu'elle entraîne comme conséquence. Cycle en V, alors? Ah, jamais de cycle en V, surtout pas. Alors, d'accord, c'est pas la notion que je voyais ici. Je t'ai demandé de préciser son durable. Je pensais qu'on parlait de soutenabilité, soutenable. Il y a aussi ce côté-là, ouais, tout à fait. C'est le côté soutenabilité, justement. Il y a le côté solution déjà qui va pouvoir vivre sans besoin d'énergie et d'humain tout le temps, quoi, en continu. Moi, je suis content, hein, ça voudrait dire qu'on paye des gens indéfiniment, mais pour refaire toujours le même problème, donc design simplement répond à un besoin vraiment. Répond à un besoin ou une problématique, ouais. C'est-à-dire que si on. Donc, en fait, les 4 propositions que j'ai balancées tout à l'heure, c'est des activités que j'ai vues en école quand j'ai commencé à faire du design industriel, et même après, hein, avec d'autres professionnels, je l'ai vu perdurer. Il y a si on reprend par exemple de l'architecture, un HLM ou une tour à Dubaï, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la plus haute là que tout le monde monte, parce qu'il n'y a pas de musée là-bas à faire. Euh, ce n'est qu'une réponse à un besoin économique. D'un côté, on climatise les rues et c'est la fête, c'est la foire à la saucisse, comme on pourrait dire, de l'énergie. On va toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus dans la démesure. Et puis le HLM, c'est le strict opposé, c'est le moins cher possible. Il y a de l'amiante, je ne veux pas le savoir, c'est pas grave. On s'en fout de la santé, de toute façon, le besoin est économique. Et puis là, par exemple, le HLM, par exemple, en durabilité, tu sais très bien qu'à un moment donné, tu vas devoir le péter. De toute façon, il ne rend pas heureux les gens, hein, si vous avez déjà vécu là-dedans. Donc voilà, il y a ces solutions en termes de durabilité, tu sais derrière qu'il va falloir de toute façon tout répéter, tout reconstruire en continu. C'est pas durable. Et si c'est pour aller choper toujours des ressources qui sont non renouvelables à une vitesse quand même effrénée, puisqu'on est en croissance infinie, enfin, c'est la recherche en tout cas, le but, c'est de ne pas prendre toutes les ressources du sol, parce qu'à un moment donné, il n'y en a plus, et il y en aura de moins en moins, et quand il n'y en aura plus, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc c'est pas durable. Que ce soit sur n'importe quel, euh, sur n'importe quel critère, que ce soit énergie, humain, parce que les humains font partie aussi de l'énergie. Hein. S'il n'y a plus de pétrole, ça veut dire que c'est les humains qui vont faire avec leurs mains, comme il y a très longtemps. Euh, donc l'énergie, ça va dépendre de quoi. Si par exemple les smartphones c'est cool, mais c'est que des minéraux, enfin des terres rares, des trucs qui coûtent la peau du cul. C'est pris dans le sol par des populations où clairement les droits de l'homme, on oublie, hein, on ne va pas trop s'attarder sur ces termes-là, et ça dérange personne. Enfin, ça dérange personne. Si, ça dérange, mais c'est pas compté, c'est pas comptabilisé dans le PIB, ce genre de choses. Et le design ne crée pas un besoin. Ne crée pas de besoin, à la base, non. Il répond à un problème, il répond à un besoin, et il est logique qu'il vienne nourrir, enfin logique. Il est censé nourrir, comme je parlais tout à l'heure, d'épanouissement, de voilà tout l'aspect humaniste que nous dit cette définition. Donc demain,
Si je me dis, les gens n'arrivent après ça tout dépend de la solution. Si je reprends la magnifique solution de par exemple, vous voyez que les êtres humains ont besoin de gérer leurs émotions, sinon on est toujours dans l'émotionnel et ça devient compliqué, à vivre tous les jours, pour soi, pour les autres et tout. Donc si j'ai quelque chose qui me frustre, si je reste continuellement dans ma colère, bon déjà je vais tuer mon lobe préfrontal, donc ça va pas être terrible pour moi à long terme. Pour les gens qui sont en face, peut-être aussi, parce qu'avoir toujours quelqu'un dans la colère, ça va un peu les fatiguer aussi. Bref, donc on a Elon Musk qui nous dit, je vais vous foutre une puce dans le cerveau pour apprendre à gérer les émotions. Il n'y a rien de durable, tu n'apprends pas à l'être humain à être meilleur, tu es en train de créer un besoin qui répond surtout à son besoin à lui plutôt qu'aux autres peut-être, d'être un peu une sorte de... Bah, je sais pas en fait, je sais pas ce qu'ils cherchent vraiment derrière ça, mais en tout cas c'est tout sauf durable. Donc des fois il y a des solutions, ça peut passer par... moi ce que j'aime bien c'est les gens qui répondent pas aux besoins par une solution qui touche le besoin en lui-même. Par exemple, comment diminuer la pauvreté en éduquant les femmes. J'aime bien ce genre de notion, tu vois, parce qu'il y a des solutions, et comment je fais? Eh ben, bah, c'est là où tu sors une panel de solutions. Il y a des solutions qui sont durables, puisque en fait, si tu éduques les gens, de toute façon, les êtres humains, ça va. Le but, c'est de capitaliser dessus. Une puce, une fois que tu n'as plus d'électricité pour gérer ton truc, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde pète un câble et ne sait plus gérer ses émotions. Imagine, il y a un bug. Comment ça se passe? C'est absolument pas durable, c'est absolument pas une solution résiliente. C'est un peu comme tous ces chercheurs bon, financés par des milliardaires qui sont en train de faire de la recherche sur transférer son esprit dans une machine pour que la machine, elle perdure. Bah, je suis désolé, mais ils n'ont pas pris l'usure dans l'équation alors. Parce que tout le monde sait qu'un ordinateur, déjà, ça tient 5 ans. Donc ta machine avec ton cerveau, eh ben, elle tiendra 5 ans. Et s'il n'y a pas d'être humain pour les rénover, trouver des solutions, bah, ta solution, elle n'est pas durable et ta solution, elle n'est pas du tout pérenne. Donc c'est de ça qu'on parle quand on parle de durabilité aussi et de réponse à un besoin. Réponse à un besoin, je pense qu'on a suffisamment de besoins. Je pense que si tu prends une liste de besoins fondamentaux, je pense que je sais pas, tu vas en trouver peut-être 50, 60. On a besoin on a besoin de collaborer, de pouvoir travailler ensemble. Bon, bah, rien que là, déjà, il y a une immensité comment dire, de besoins à répondre, suivant les métiers qui sont très très différents les uns des autres. Et avec des contraintes, puisque sans contraintes, le design prend les contraintes avec. Et d'ailleurs, j'appelle même pas ça des contraintes, j'appelle ça plus des opportunités. Travailler pour des gens qui voient mal. Bon, moi, ça va, je ne suis que myope, tu vois. Donc c'est cool, mais c'est vrai que si j'oublie mes lunettes, dehors, je vais être un peu en galère quand même, hein, je te le cache pas. Je reconnais pas les êtres vivants. Hein, c'est un truc qui bouge, ça peut être un humain ou un oiseau. Hein. Bah, il y a suffisamment on peut créer plein de solutions pour ce genre de cas. On n'est pas obligé par exemple, et puis en fait, en termes de contraintes, en termes d'opportunités, il faut aussi prendre la maturité collective en compte. Quand je dis maturité collective, c'est qu'on a un certain niveau de maturité, ça fait quelques dizaines de milliers d'années qu'on est organisé en société, en civilisation, etc. C'est que dalle, hein. Enfin 10-20 000 ans, c'est que dalle hein, d'évolution. Il y a des bactéries qui ont 3 milliards d'années, hein. Donc on n'est pas grand-chose. On ne sait toujours pas collaborer à 100% sans se foutre sur la gueule, sans ce genre de choses. Peut-être régler ce genre Enfin, si tu arrives avec une solution beaucoup trop poussée par rapport au niveau de maturité de l'être humain ou de peu importe qui, là aussi ça va pas être durable, ça va pas matcher en fait, parce que bah, tu peux toujours balancer un smartphone dans les mains d'un singe, d'un chimpanzé, il n'arrivera pas à le faire, ou même un marteau, hein, si on prend un objet pas numérique, un marteau, il va pas faire des trucs de fou avec parce qu'il n'en a pas besoin. Donc il y a aussi une hiérarchie des besoins à prendre en compte. Je vais avancer un petit peu et on va faire un reparallèle puisqu'il est 10h05 déjà. Je vais faire donc un parallèle avec donc pourquoi c'est important de le prendre en compte, toutes ces branches éthiques là. Tout simplement parce que vous allez répondre à un besoin sans créer 10 000 problèmes derrière.
Si je suis constamment obligé de corriger des problèmes en mettant un système en place, bah, c'est pas durable. Vous allez vous creuser la tête pour mettre des rustines, etc. Vous risquez de dégrader soit la vie de quelqu'un, soit carrément l'exclure d'une solution. Vous pouvez dégrader l'habitabilité, puis tout simplement, en fait, vous allez créer des solutions qui ne sont pas du tout cohérentes avec la réalité de comment ça marche. Si demain je fais une solution, je sors une solution qui est énormément coûteuse en termes d'électricité, la tendance serait plus à éviter d'utiliser de l'électricité, en fait. Donc, voilà, c'est ce genre de choses. Ou alors, si je reprends, je sais pas, un exemple un peu plus simple, qu'est-ce que j'ai Non, ben, je vais avancer, parce que j'ai plein d'exemples derrière. Alors, comment on fait vivre cette notion dans son travail de tous les jours parce que maintenant, ça, c'était la philosophie, un peu, c'est l'aspect philosophique, l'aspect un peu qu'est-ce que c'est et tout. Maintenant, tous les jours, donc là, ça va être très personnel, hein, je vais vérifier que quand je crée une solution, je ne crée pas donc plus de problèmes que j'en résous. Et je vais être garant de cet équilibre effort-bénéfice sur mes solutions. Donc, quand je crée une boîte, quand je travaille chez un client ou autre chose, cette petite échelle que je vous ai présentée, je la déroule. Je vais me poser, et d'ailleurs, ça peut ne pas durer très longtemps, hein, ça peut durer une petite demi-journée dessus, pour vérifier tout ce qui est à rééquilibrer, et ça passe. Si vous voulez mettre plus, moi je serais ravi hein, d'ailleurs de le faire un peu plus, genre sur 2 jours. En général, je prends toujours un designer avec moi pour qu'il challenge un peu justement cette vision-là, de voir s'il n'a pas d'autres observations, etc. Donc je déroule cette matrice-là, et pour ceux et celles qui sont là mercredi, vous allez la dérouler. Donc vous allez voir un petit peu plus vous allez plus voir dans les détails ce que ça veut dire. Mais en gros, c'est prendre tout un tas de critères, les analyser et voir comment on peut équilibrer. Donc c'est toujours dans la nuance. C'est pas ah c'est nul, ah c'est bien. Qu'est-ce que j'améliore? Toujours l'amélioration continue. Et je me suis carrément créé un Design Protection Act. Donc le titre, je l'ai complètement improvisé. Ça consiste à ça. Ça, je vais le réduire, voilà. Je me mets en fait comment dire, je sais même pas comment on peut appeler ça, des lois, une sorte de loi que je m'applique dans mon métier. Ça peut être autant très vaste que très très précis. Par exemple, le premier qui est avoir des connaissances en histoire, en économie, en psychologie, en biologie, en tout ce que vous voulez qui finit en I, c'est toujours un gros bénéfice dans votre métier. Si vous ne connaissez pas l'économie, si vous ne connaissez pas comment fonctionne un être humain, que ce soit là je mets psychologie, on entend souvent cognitive, parce que c'est quand on fait de l'interface, c'est quand même le truc qui touche le plus, mais rien ne vous empêche d'aller chercher tout ce qui est psychosocial. D'ailleurs, ça marche autant en UX que même clinique. Parce que quand on conçoit un service, par exemple un e-commerce, il n'y a aucun e-commerce à ce jour qui prend en compte la bipolarité, par exemple. La bipolarité, sur un niveau 3, ça peut avoir des conséquences, surtout sur le portefeuille. Il peut y avoir des achats frénétiques dans des montées je vais schématiser, hein, de délire et qui touchent un peu à la paranoïa, ce qui fait qu'ils peuvent vider leur compte en banque d'un coup et se même mettre en dette. Le site e-commerce, lui, sera content, il va regarder ses KPI. Oh là là, plus 50%, bah ouais, ok, cool. Non, ça peut toujours avoir un bénéfice. En histoire aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est la maturité? Je vous parlais de maturité collective. C'est bien de reprendre l'histoire, la vraie histoire, hein. L'histoire de ceux qui gagnent et de ceux qui perdent. Comment ça s'est, qu'est-ce qu'il y a eu comme réflexion philosophique, à quel moment, etc. Et revoir un peu les événements. Et déjà, vous éviterez de remettre des solutions qui n'ont pas marché. Voilà. Et vous vous intéresserez à quel est le niveau de maturité collective ou humaine, déjà, pour proposer des solutions adaptées. Le deuxième, c'est questionner et remettre en question. Ça, c'est mon truc préféré, avec le troisième qui est dire non et refuser certaines demandes. Ça, je pense même que ça devrait être des cours à l'école, en fait. Questionnez, remettez tout en question. J'aime beaucoup la zététique, l'esprit
je check en permanence les faits. Quels sont les faits? Arrêtez de me parler avec vos émotions, je veux voir les faits, qu'est-ce qui s'est passé, quelles conséquences ça a eu. Remettre en question d'ailleurs et questionner tout le temps, ça va saouler vos clients. Ça, je le sais, parce que c'est toujours pas agréable d'avoir quelqu'un qui dit mais on pourrait faire autrement. Et bon, toi, tu as envie de me balancer ta solution, tu es un peu sûr de toi, ça va te saouler. Tant que vous saoulez vos clients, moi, c'est mon KPI, c'est que c'est bon signe. Et s'il est ouvert, bah, tant mieux. Et s'il est fermé, bah, tant pis, j'ai envie de dire. Ça va être assez binaire. Donc questionner, ça fait aussi partie d'un processus de créativité. Si vous ne questionnez pas, vous allez toujours retomber sur des solutions de facilité. Donc dans plusieurs, par exemple, si je reprends un petit truc qui a fait énormément débat autour de la voiture électrique, parce que j'ai travaillé pour un peu à l'automobile, à un moment donné, ils ont eu une sorte de loi qui est tombée de l'Union européenne, je crois, il me semble, je ne sais plus, Bruxelles, bon bref, qui dit en gros chaque voiture thermique sera retirée de la vente et toutes celles qui roulent vont avoir des amendes, sauf que c'est le constructeur automobile qui prend. Au bout de 2 mois, si ça avait été mis en place en 2019 ou en 2018, je crois, je ne sais plus, s'ils l'avaient fait à cette période-là, parce qu'ils ont eu un délai pour s'adapter, au bout de 2 mois, ils avaient déjà 3 milliards d'euros d'amende pour chaque véhicule thermique qui roule. Le problème, c'est que le véhicule électrique n'est pas moins polluant, parce que de toute façon, l'électricité, il faut bien qu'elle vienne de quelque part, comme je le disais tout à l'heure. Et à un moment donné, en plein atelier, je demande, mais attendez, parce que là, on est en train de dire que vous allez avoir des millions de voitures thermiques et qu'on les remplace toutes. Mais elles vont où? On les fait pas disparaître. Moi, je suis pas Gandalf avec un bâton, avec une baguette magique ou quoi, tu vois. Enfin, qu'est-ce que vous en faites? Oh bah, on s'en fiche. Donc, vous êtes en train de me dire que les véhicules électriques, c'est la plus grosse catastrophe écologique qu'on puisse connaître actuellement. Ouais, c'est ça. Bah non, moi, en tant que designer, je peux pas accepter ce genre de choses. Donc, donc je leur avais proposé, bon, j'avais proposé plein de solutions et j'avais mis en place un design de service là-bas, mais après, ça a été abandonné parce que turnover, parce que plein de choses. Mais clairement, il va y avoir des millions de véhicules. Bah, comme d'habitude, on va les foutre en Afrique parce que c'est trop bien de mettre ça ailleurs, quoi, ou en Asie. Mais le problème, on le déporte, hein, le problème existe toujours. Donc je pense que quand il y avait des réactions tout à l'heure sur créer un besoin ou répondre à un besoin, bah là, il y a un besoin. Et le besoin, je pense qu'il y a 10 000 solutions qui peuvent être envisageables. Donc toujours questionner et remettre en question. Bref, donc on a dit non. Après, il y a tout l'aspect humaniste. Donc il y a donner liberté et contrôle aux êtres humains. Veiller à les enrichir intellectuellement. Donc en fait, ça va autant comment dire, vous demander ça peut être des ateliers, ça peut être des façons de concevoir qui vont être très pratiques, très opérationnelles, ou carrément à vous à prendre position, à choisir, à vous dire, bah, par exemple, pour telle activité, je veux pas en prendre part. Par exemple, je connais des designers qui disent les banques et les assurances, c'est mort, j'y vais pas. Et d'autres, au contraire, qui vont dire, bah, moi j'ai envie d'y aller pour essayer de les changer. C'est courageux. Mais ça peut autant vous demander des postures, un choix de vie assez haut, comme ça peut vous demander juste, par exemple, pour l'inclusion, il y a plein de solutions qui existent, il y a plein de types d'ateliers, il y a des réflexions qui peuvent être prises en compte au cours de la conception. Ça, je ne vais pas refaire le match, vous en avez déjà eu, mais par exemple, sur sécuriser les informations recueillies en recherche, moi, c'est clair que déjà, j'enregistre rien. Ne serait-ce que parce que j'ai pas envie que le client tombe dessus et fasse n'importe quoi avec. C'est pas que je lui fais pas confiance, enfin si je ne lui fais pas confiance, c'est une entreprise avec des actionnaires, ils veulent surtout minimiser les coûts et maximiser les bénéfices, les profits, et ce sera forcément au détriment des êtres humains à un moment donné. Donc, déjà, j'enregistre rien, je prends toutes mes notes et je les mets dans un outil qui est sécurisé, et voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Pour les prises en compte des impacts environnementaux, par exemple, il peut y avoir donc tout ce qui est low-tech, il y a pas mal de lectures dessus. Éviter tout ce qui est gourmand, mettre des caches, si vous faites des sites, des outils en ligne ou autre chose,
mettre du cache pour éviter 10 000 appels à serveurs, comment faire en sorte que les serveurs soient de moins en moins volumineux, qu'il n'y en ait pas besoin. J'ai même été jusqu'à dire à un client, bah, si tu es dans une démarche low-tech, logiquement, bah, ton serveur, tu l'éteins la nuit, quoi. Je sais pas. C'est là où tu fais le plus de ventes ou pas? Non. Bon, bah éteins-le. Qu'est-ce que ça fait qu'il soit allumé? En fait, on s'en fout. Il n'y a personne qui va dessus la nuit. Donc voilà, c'est ce genre de démarche très pratique. Je ne sais pas s'il me reste 5 minutes pour explorer un des sujets qui vous tenterait. Comment je reviens sur le... Oui, tu peux y aller, on avait déjà 5 minutes de retard. D'accord. Est-ce que... Attends, j'essaie de revenir sur le chat, j'y arrive pas. Est-ce qu'il y a un thème, il y a un des sujets que vous aimeriez aborder? Les points jaunes dans la liste, ce sera des... Tant que je regarde, oui, vous allez l'aborder en atelier mercredi. Donc, on a questionner, remettre en question, ça, vous allez le faire. Mesurer potentiellement aussi, donner liberté, contrôle aux êtres humains, ça, vous allez... Oui, ouais, en fait, même, il en manque. 10. Concevoir une solution durable en planifiant les impacts. Yes. Et ben c'est parti, oui, ça je peux vous aborder le sujet, surtout qu'il y a une partie opérationnelle. Le but, ça va être de penser un produit à long terme, pas en mode cycle en V, hein, c'est pas le but, mais plus imaginer le produit, qu'est-ce qu'il devient dans 1 an, 2 ans, enfin après c'est vous qui, par rapport à la solution, qui définissez les temps. Mais le but, c'est de voir un petit peu s'il s'inscrit dans la durée et comment on peut le planifier. J'ai souvent été, par exemple, en mission ou même en freelance chez des clients. Je leur demande, pour l'instant, vous avez 5000 utilisateurs. Quand vous en avez 1 million, vous faites quoi? Oh, c'est un problème de riche, on verra. Ben non, en fait. Parce que demain, c'est ce qui se passe et ton service, il tombe, il n'est plus adapté à personne. Comment tu fais? Donc, c'est ce genre de choses, anticiper ce genre de, ne pas avoir peur. Le but, de toute façon, c'est pas de repartir dans un cycle en V, de repartir dans 3 ans de projet, de s'essouffler, de rien lancer. Le but, c'est de se dire, dans 5 ans, ou même quand tu auras, ça peut être du temps, mais ça peut être aussi, je l'espère pour la solution, un succès inimaginable et des millions et des milliards d'utilisateurs et utilisatrices sur leur service. Qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont, un peu naïvement, il a un persona. Qu'est-ce que ça devient avec d'autres personas? Et quels sont les impacts? Et donc le but, c'est d'imaginer un peu les impacts et de voir comment la société évolue, comment dire, quels sont les critères, certains critères que vous pouvez prendre en compte. Par exemple, si je reprends l'idée des véhicules électriques, parce qu'on en a, et autonomes, parce on en a fait, on en a déroulé des ateliers de design fiction là-dessus. C'est aujourd'hui, ça sert à qui? Ça sert à quoi? Et demain, ça peut servir à qui? Ça peut servir à quoi? Et sur une échelle de 5, 10, 20 ans. Et quels seront les critères à prendre en compte, type énergie, type infrastructure routière, parce que je pense qu'il va falloir tout péter et tout refaire dans certaines régions. Donc, c'est de planifier et de se dire qu'est-ce qui pourrait marcher. Pas pour dire il faut s'y tenir absolument, mais quels problèmes on va pouvoir rencontrer et comment le besoin peut évoluer. Donc c'est ça le but. J'ai un cas avec Auchan, mais en fait c'est valable pour tous les supermarchés, hein, donc je ne pense pas trahir un grand secret là aujourd'hui. Auchan, ils avaient une très belle démarche, c'était d'être plus axé être humain et justement proposer des paniers repas plus simples, plus équilibrés, moins chers, etc. Sauf que le problème de ces Auchan, de ces Monoprix, de toutes ces entreprises-là, elles sont financées par Nutella et Coca-Cola principalement. Donc si on repart sur le besoin qui était les repas pas chers et sains, disons que Nutella et Coca, c'est pas trop ça, quoi. Donc l'impossibilité de faire des produits adaptés. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a planifié, on leur a dit cette année ça va être mort. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour
amener cette transition doucement. Donc on a fait des ateliers, on a prévu, voilà, on est en mode design de service, mais comment on peut accompagner ce client-là à atteindre son objectif qui, je pense, apporte des bénéfices, en tout cas qui répond à un besoin concret, qui touche, si je reprends mon échelle, les besoins primaires et les besoins fondamentaux, qui est de se nourrir sainement, et puis je pense que eux, ils gagneraient aussi en interne, hein. Je pense qu'ils seront beaucoup plus contents que de vendre du Coca et du Nutella, où je pense qu'ils sont à 90% convaincus que c'est de la merde, et que ça ne sert à rien, ça ne répond à aucun besoin de se bouffer du sucre en continu. À part avoir un diabète et faire marcher les hôpitaux, mais je ne comprends pas trop. Le but, c'est que sur la première année, ils ne pouvaient pas, mais on les a accompagnés sur comment on va chercher d'autres financements, comment on peut arriver à se détacher de cette empreinte industrielle agroalimentaire, Nutella, Coca-Cola et d'autres, hein, là c'est pour schématiser, mais il y en a d'autres, pour arriver à leurs besoins, qui est de proposer des repas équilibrés, des produits plus sains, peut-être aller les chercher localement, etc. Donc forcément, ça a une empreinte très locale, du genre, on était voir les supermarchés, qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Et comment tu planifies, voilà, sur 2-3 ans, une transition. Pareil pour le Nez Planète. Le Nez Planète ne fonctionnait qu'avec des publicités à une époque. Maintenant, beaucoup, beaucoup moins. Là aussi, il y a eu une planification sur plusieurs années. Comment tu fais passer un site qui ne se nourrit que de publicité avec une équipe commerciale, parce qu'il faut aussi la prendre en compte, hein. Dans mon travail, je dis souvent que je prends autant soin des équipes qui travaillent que des gens qui vont consommer le service ou la solution. Cette équipe commerciale, là aussi, ils risquent de partir dans l'émotionnel si on leur dit qu'ils ne vont plus travailler là-dedans. On se dit, bah, ça veut dire quoi, chômage? Qu'est-ce qui se passe? Comment on planifie sur 1, 2, 3 ans une solution, et comment on l'amène à aller jusqu'à ces 100% de réalisation, tout en recasant les personnes sur de nouveaux métiers, sur voilà, tous ces impacts-là, on les prend en compte. Donc là, par exemple, pour l'Only Planet, on a fait, OK, on va faire une première version en prenant en compte ces formats de publicité, mais qui à terme dégageront. Et on est reparti sur un truc plus e-commerce. Vous vendez des livres, vous êtes éditeur de contenu, et ben vendez des livres. Vendez du contenu super intéressant, et puis après rediriger vers t'es intéressé par la Malaisie, bah tiens, là il y a des hôtels, là il y a des trucs chez l'habitant, vas-y, etc. Donc rediriger vers déjà plus leur cœur de métier, et arrêter un truc où, si la publicité s'effondre, on l'a vu pour la période de confinement, les budgets ont été divisés par 10, et ben eux, ils se retrouvent en galère. Parce qu'ils n'ont plus rien à afficher, ils n'ont plus de rente d'argent, et puis faut manger quand même le midi. Donc quand je parle de durabilité, c'est aussi ça. Et donc là, planification. Puis là, la dernière fois que j'ai été vérifié, parce qu'à chaque fois que je vais en Horizon UX, je vais jeter un œil. Je vais jeter un œil, et en effet, j'ai pas vu beaucoup de publicité. Et j'avais désactivé le adblocker. Donc la planification, ça peut être réalisé sous forme d'atelier, d'imagination, design fiction, et puis après entrer dans le concret, sans que ça prenne 100% de son emploi du temps non plus. Et c'est pas des choses qui seront développées une fois que la conception est faite. Et j'ai vu Green IT passer là dans le chat. Ouais, il y a plein de. Moi, je me suis basé sur Green IT justement pour toutes les pratiques. Ils ont un e-book qui est très bien fait là-dessus, et vous pouvez y aller sans problème, quoi. Que veux-tu dire par ta question? La base de l'UX, c'est quand même mettre le besoin des utilisateurs au centre de la conception. Ça va dépendre, hein. Alors, quand tu dis la question, c'est remettre en question, c'est ça? C'est le point numéro 2. Anderson qui avait. Non, non, je crois que je répondais à Oui. Anderson Norberto, pardon. Pardon, ouais, j'avais pas vu le Oui, parce que sa question, c'était. Il l'a posé plusieurs fois. C'est. c'était Design par rapport. simplement répond à un besoin.
Oui, C'est ce qu'il demandait comme question. Voilà. d'accord, oui. Oui, oui, à la base, le design, c'est ça. J'ai parlé de design en général, on parlait de design en tant que concept, et pas forcément ma question, c'est dans la base qu'on a parlé de design en général. Oui, Je viens d'une formation aussi de designer produit et ouais. les concepts, elle est complètement différents. Mais bon, bref, c'est pour ça que j'ai posé la question. Mm. C'est pas forcément la même chose que j'ai vu. Yes. En tout cas, oui, par exemple, quand tu pars sur de l'architecture ou du design produit ou industriel, tu réponds à un besoin. Après, c'est vrai que les contraintes vont être très différentes, mais quand tu crées un bâtiment, il y a toujours un besoin derrière qui est ne serait-ce que de faire vivre, enfin que des gens puissent habiter dedans, etc., et puissent peut-être communiquer, créer du tissu social, etc. Donc oui, le truc commun à tous les types de design, même le design textile, créer son identité, c'est un besoin fondamental. Donc réussir à le communiquer à travers des vêtements, une attitude, etc., ça en fait partie. Guillaume, je vais juste t'arrêter un petit peu parce Ouais, on va arriver bientôt à la fin. Alors, si vous avez une dernière question, une ou deux, on va arrêter à 30 pour laisser 5 petites minutes de réflexion ouais. et de repos et pour reprendre après avec Noémie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, on te retrouvera donc mercredi à la suite de la conférence d'Emmanuel Marivéry Oui. et on pourra explorer un petit peu plus ces différents piliers. Et ouais, le Design Protection Act, je pense qu'on le partagera directement là dans le chat. Vas-y, si tu veux en dire un mot. Je vais rapidement dire un mot si en tout cas, si vous n'êtes pas encore posé la question, ça peut être intéressant moi je l'ai formalisé sous cette forme-là, c'est de me demander quel design je pratique, quelles sont les caractéristiques de mon design, avec un rappel de mon Protection Act, mais ça ne tient qu'à moi. Et après, si vous voulez mettre même de manière très concrète en place comment dire, dans votre mission ou dans ce que vous êtes en train de faire, que ce soit un projet perso ou pro, c'est de commencer par vraiment la démarche d'ailleurs UX researcher ou même scientifique globale, c'est j'observe, qu'est-ce que j'observe actuellement dans ma mission et qu'est-ce que j'aimerais changer justement par rapport à ces critères, sans dérouler tout l'équilibre, tout le truc avec l'équilibre et tout. Et je me mets des actions atteignables pour essayer justement que moi en tant que designer, je commence déjà à évoluer et à prendre en compte ces critères-là. Donc ça peut être l'inclusivité, ça peut être la liberté, ça peut être l'autonomie, ça peut être plein de tous ces trucs-là. Et bien sûr, le Protection Act, je ne le déroule pas les 12 points dans la foulée tous les jours. Je peux en choisir un de temps en temps, me dire, tiens, celui-là, je vais le faire vivre parce que là, je pense qu'il y a besoin de le faire vivre. Je sens que l'utilisateur n'est pas du tout libre sur cette solution, donc justement, je vais inverser la tendance et je vais faire mes observations, voir ce que j'aimerais changer et me mettre des actions très concrètes. Je viens de le partager. Alors, c'est une ancienne version, mais je crois qu'elle est encore à jour. Ouais, justement, j'ai mis à jour puisque je me suis dit, mais en fait, ça doit traîner sur un drive, je sais pas où. Là, là, là. Alors, ouais, j'ai partagé la vieille version. Je vais partager le nouveau lien. Tac. Accessible à toutes et à tous. Ouais, et vraiment, je vous invite à dès aujourd'hui, une fois qu'on aura fini ces conférences ce matin et peut-être cet après-midi, à faire cet acte d'engagement. C'est vraiment peu de choses, mais au final, ça peut en dire beaucoup sur la manière dont vous allez essayer de changer les choses. Et c'est voilà, c'est petit à petit qu'on en devient un designer un peu plus aguerri. Et vraiment, ces questions d'éthique au sens large sont très très importantes. Et déjà se poser la question, parce que c'est quelque chose qui évolue en plus. Hein. Je crois que si je reprends le designer que j'étais il y a 5 ans, c'était complètement différent. Même il y a un an, hein, d'ailleurs, hein, je vois l'évolution. C'est quelque chose qui est bien de se remettre, de remettre à jour de temps en temps, de se dire, tiens, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps, qu'est-ce que j'aimerais faire. Euh, donc ça, on évolue en même temps que ce truc-là, quoi. Mm. Et oui, totalement, il y aura des replays, vous inquiétez pas. On est en train d'enregistrer tout ça. Et ben, en tout cas, Guillaume, je te souhaite plein de bonnes choses d'ici mercredi. En tout cas, merci beaucoup pour avoir été avec nous à cette
cette journée de lancement, encore une fois, pour nous qui sommes très intéressés par rapport à ces trois piliers qu'on définit vraiment pour le design, hein, l'inclusion, l'éthique et les émotions. Et j'espère que maintenant, on a des designers un peu plus aguerris. On va rentrer dans le vif du sujet mercredi. Ça va être une grande première pour nous tous. Ça va faire du bien pour nos âmes de designers, je pense. Mais je l'espère, hein. En tout cas, ouais, je vous attends mercredi pour dérouler tout ça, pour jouer un peu ensemble. Yes. Ouais, c'est top. En tout cas, merci. Nous, on se retrouve dans les 4 minutes. Le temps d'aller faire un petit break. Merci pour votre Et on se écoute. retrouve. Comment? Merci pour votre écoute et merci pour toutes vos questions et votre intérêt. Ça fait plaisir. Et merci pour l'invitation aussi. Toujours là après un an, hein, ça fait plaisir.